Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. La date approche non pas à petits pas, mais à grands pas. On célébrera bientôt les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Ce sera le 20 juillet précisément. En attendant, les éditions des Saints-Pères nous proposent de revivre ce moment historique tel qu'il a été imaginé 100 ans plus tôt par Jules Verne avec la parution d'un magnifique manuscrit, un original du roman visionnaire de l'auteur qui s'appelle Autour de la Lune, tirage limité à 1000 exemplaires. En voici un sur ce plateau avec nous pour en parler. Jessica Nelson, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la cofondatrice des éditions des Saints-Pères. Vous êtes aussi romancière. À vos côtés, Jacques Rovisier, astronome à l'Observatoire de Paris, auteur à la revue Jules Verne ou encore au bulletin de la Société Jules Verne. Vous êtes spécialiste des comètes. Jessica Nelson, commençons avec vous. Peut-être certains et certaines n'ont pas forcément lu ce roman visionnaire de Jules Verne. En quelques mots, l'histoire, que nous raconte-t-elle? L'histoire, c'est la poursuite d'une aventure qu'a laissé le public de Jules Verne, et un public qui est très large, puisque le succès était au rendez-vous. Donc le public attend la suite des aventures de 3 aventuriers lancés dans l'espace, avec comme objectif d'atteindre la Lune à bord d'une capsule spéciale dont M. Crovisier nous parlera certainement. Ouais. Et donc c'est la suite de cette aventure autour de la Lune, paru quelques années après avoir imaginé la propulsion vers la Lune. Alors Nicole Barbicane et Michel Ardan sont ces 3 hommes. Ils sont montés dans un obus tiré par un immense canon pour les envoyer vers la Lune. C'est pas tout à fait comme ça aujourd'hui, on va le voir. Jacques Rovisier, en quoi ce roman est-il visionnaire, même s'il y a effectivement, je viens d'en citer une, quelques erreurs. Lancement par un canon, non. Pesanteur présente sauf au point neutre, non. En quoi c'est tout de même visionnaire et prémonitoire? Bon, il y avait déjà eu plusieurs voyages dans la Lune qui avaient été imaginés dans la littérature auparavant. Ouais. Mais celui de Jules Verne, pour la première fois, est vraiment réaliste. Jules Verne est parti de réalités scientifiques. Il est entouré il a su trouver des collaborateurs qui l'ont bien conseillé, et il a imaginé des méthodes qui bien sûr ne marchent pas. Le canon, ça ne marche pas, ouais. Mais qui nous fait vivre d'une manière réellement réaliste. Et c'est ça qui... C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est fascinant. Et on est donc 100 ans avec... avant Neil Armstrong, c'est en 1869, 100 ans avant 1969. Le roman paraît d'abord, on le précise à l'époque d'ailleurs, dans le journal des débats du 4 novembre au 8 décembre. C'est la suite de son roman intitulé « De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 h 20 minutes ». C'était en 1865. Quel est, outre l'hommage qui approche et les 50 ans, quel est l'intérêt éditorial au fond de ce magnifique manuscrit? Pourquoi c'est important? Alors, c'est vrai que le manuscrit nous révèle des choses de la façon de travailler d'un auteur qui aujourd'hui ont complètement disparu, puisqu'on sait que les écrivains rédigent à ordinateur, machine d'ailleurs, que ouais. Jules Verne avait approché d'une certaine manière aussi dans ses écrits passés. Et oui, aujourd'hui, c'était l'occasion de lui rendre hommage, de montrer ce manuscrit que finalement peu de gens, en dehors des spécialistes, connaissent. C'est un manuscrit qui est très beau, qui est conservé à Nantes, au musée Jules Verne de Nantes, et qui nous renseigne à la fois sur la façon de travailler de Jules Verne, et puis nous renseigne, on en parlait il y a un instant, sur la rigueur et la précision scientifique que Jules Verne souhaitait apporter à ce qu'il écrivait, ce qui explique sans doute en partie son succès. On voit des équations là, Jacques Rovisier, à l'antenne. Oui, alors cette équation, elle a un peu une histoire. Bon, ouais. Elle est apparue pour la première fois dans le journal des débats. Ouais. Et ça a dû stupéfier les lecteurs de voir une équation dans un journal. Ça s'était jamais vu. Et ça ne se voit d'ailleurs quasiment jamais maintenant. C'est factice ou c'est une véritable équation? C'est une véritable équation. C'est l'équation des forces vives. Ouais. En fait, ça traduit la loi de la conservation de l'énergie. Mais Jules Verne n'explique pas du tout ce que c'est. Il aurait pu s'en servir pour faire de la science, pour nous informer un petit peu sur la physique qu'il y a derrière, mais pas du tout. Il a mis ça simplement pour impressionner les lecteurs, ouais. Pour essayer de faire vrai. Qu'a-t-il apporté à l'astronomie, selon vous? Je ne sais pas s'il a apporté des choses à l'astronomie. Il a transmis ce que l'on savait sur l'astronomie. Ouais. C'est un passeur. Un vecteur. Donc il n'a rien inventé. Il a retraduit ce qu'il savait.
Bon, l'un de ses maîtres à penser était François Arago, le grand astronome François Arago, dont il a lu tous les livres, en particulier l'astronomie populaire. Et il s'est largement inspiré de l'astronomie populaire dont il retransmet quelques extraits d'ailleurs. Jessica Nelson, il y a aussi dans ce magnifique manuscrit les croquis réalisés par lui-même. Dessinateur aussi. Alors ça, c'est un ensemble de croquis qui sont visibles dans une première version, une première ébauche du manuscrit qui est écrit comme ça, avec minutie, mais tellement petit que nous avons fait le choix de ne pas le reproduire ici, puisque ce qu'on a reproduit, c'est vraiment la version complète et je dirais presque finale, même si évidemment apparaissent des ratures, des hésitations et des repentirs. Mais ça nous paraissait intéressant aussi de montrer ce Jules Verne qui, alors ici, ce sont des croquis, mais dans d'autres manuscrits, vous pouvez par exemple observer, ça nous avait beaucoup frappé à l'époque dans le Tour du Monde en 80 jours, il calcule très précisément les étapes du voyage de Phileas Fogg. Donc il y a cette volonté de préparer de façon assez précise et assez pas à pas pour guider aussi certainement son lecteur, même si on ne sait pas s'il aurait aimé qu'on publie ses croquis comme on le fait aujourd'hui naturellement. Sur ces croquis peut-être ? Oui, alors ce que je voudrais rajouter à propos de ce premier manuscrit, il y a effectivement le timing de tout ce qui se passe. Ça fait penser un petit peu au storyboard que font les cinéastes avant de tourner. Donc c'est quelque chose de préparatoire. C'est scénarisé ? C'est scénarisé, oui. Et bon, c'est peut-être l'un des rares romans pour lesquels on a ce manuscrit préparatoire. Donc c'est très important. Ça nous informe de la manière dont il travaillait. Et ça nous informe aussi sur quelques-unes des sources qu'il a utilisées. Les sources qu'il a utilisées. Jessica Nelson, disons-le, Jules Verne est l'un des plus grands auteurs, écrivains au monde, francophone, mais pas seulement. Il est le plus traduit d'ailleurs derrière Agatha Christie. En tout cas, c'était le cas en 2011. Quel homme était-il ? Que sait-on de lui ? Écoutez, c'était quelqu'un qui a été extraordinairement productif. Déjà, il a écrit plus d'une 60aine de romans, je crois, au cours de sa grande carrière. Il a commencé à écrire très tôt. Il a fait des études de droit, mais c'est la littérature et le théâtre qui vraiment le passionnaient. Et c'est vers là qu'il est allé quand la possibilité s'est offerte à lui. Et c'est quelqu'un qui aimait, de toute façon, je pense qu'il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit par la suite, mais qui était extrêmement ouvert vers le voyage, vers l'aventure, vers la découverte, vers le dépassement de soi. Et quand on imagine qu'un de ses premiers ouvrages, 5 semaines en ballon, c'est un jeune homme qui a à peine 35 ans, ou même pas, il va les avoir, c'est vraiment encore un jeune homme. C'est vrai que Jules Verne, on a tendance à le voir comme un vieux monsieur d'un certain âge, très sage, avec beaucoup de science. Qu'il fallait de l'imagination, parce qu'à l'époque, il n'y avait bien entendu pas les médias, il n'y avait pas d'audiovisuel, il y avait les livres, la source principale. Il est né en 1828 à Nantes, il est mort en 1905 à Amiens, à l'âge de 77 ans. Jules Verne, tiens, une petite citation de Jules Verne, c'est votre préféré d'ailleurs, il me semble, Jacques Rovisier. La comète est le Deus ex machina. Toutes les fois qu'on est embarrassé en cosmographie, eh bien on appelle une comète à son secours. C'est l'astre le plus complaisant que je connaisse. Et au moindre signe d'un savant, il se dérange pour tout arranger. Qu'est-ce qui vous fascine dans ces mots, vous qui êtes un spécialiste des comètes ? Elle est formidable. C'est une citation que je sors régulièrement à mes collègues. Et c'est vrai que les comètes ont été mises en scène. Autrefois, on en avait peur. Ça a été pour expliquer des tas de choses, les changements de climat de la Terre, la disparition des dinosaures. On les convoque souvent dans la science. L'apparition de la vie. Donc on met en scène des comètes comme ça de temps en temps. La comète que l'on convoque. Jessica Nelson, 80 romans et autres nouvelles. 62 composent d'ailleurs le corpus des voyages extraordinaires. S'agissant de Jules Verne, en son temps, lui, il qualifiait ses romans de romans géographiques. Mais il faut le repenser dans la perspective d'une époque, c'est-à-dire qu'il travaillait avec le grand éditeur Hetzel, qui lui-même avait comme ambition de donner à ses lecteurs des ouvrages lisibles par toute la famille et avec une dimension pédagogique, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment la dimension ludique et pédagogique. Et donc je pense qu'il qu'il a inscrit ses pas directement là-dedans. Et puis c'est un extraordinaire conteur, évidemment. Sinon, je pense que ces livres n'auraient pas eu
la postérité qu'ils ont eue. Et Jules Verne disait d'ailleurs, mon but a été de dépeindre la Terre, et pas seulement la Terre, mais l'univers, car j'ai quelquefois transporté mes lecteurs loin de la Terre dans mes romans. Je m'adresse depuis tout à l'heure aux scientifiques que vous êtes. D'un point de vue je voudrais d'abord ajouter quelque chose sur les relations entre Jules Verne et son éditeur Hetzel. Ouais. Hetzel a souvent recadré Jules Verne pour le cantonner dans les limites du raisonnable, ouais. de ce qui pouvait... bon, en fait... Jules Verne n'était pas raisonnable. Il était, disons, fantaisiste. Pourquoi cette limite? Parce que ça dérangeait? Je crois que surtout que c'était pour des raisons commerciales. Commerciales, plutôt? Pour bien vendre ses... Pierre-Jules Hetzel. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et ceci étant dit, alors, pour vous, le scientifique, l'astronome, le regard purement littéraire, quel est-il sur son œuvre? Je le vois comme un extraordinaire metteur en scène. Et bon, Hetzel a voulu vendre Jules Verne comme un pédagogue. Bon, à mon avis, c'est raté, parce qu'on n'apprend pas grand-chose en lisant Jules Verne. Mais l'intérêt de la lecture de Jules Verne, c'est d'éveiller notre curiosité. Et moi, quand j'ai découvert Jules Verne, quand j'étais adolescent, ouais. Ça a effectivement éveillé ma curiosité, et c'est peut-être en partie ce qui m'a décidé à devenir scientifique. Un petit clin d'œil tout de même à ce musée, Jules Verne à Nantes. Jessica Nelson, que trouve-t-on dans ce musée? Si certaines et certains téléspectateurs sont de passage du côté de Nantes, que peut-on y voir? Tout ce qu'on peut avoir ce manuscrit, bien sûr. Ce manuscrit, et puis beaucoup d'autres, puisque l'ensemble des manuscrits qui se sont transmis de fils en fils après la disparition de Jules Verne ont été achetés dans les années 80 par le musée, et c'est une extraordinaire plongée dans la vie et l'œuvre de cet écrivain grandiose. Donc évidemment, c'est une visite qu'on ne peut que recommander. Jessica Nelson, merci à vous. Merci également Jacques Rovisier d'être venu, auteur de La Lune, donc manuscrit, c'est aux éditions des Saint-Pères. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.